Metaverse versus Second Life, le papy babacool qui annonce les futures erreurs. Bonjour à tous, je suis Frédéric Panchaud et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il faut observer avec attention l'expérience Second Life qui pourrait beaucoup nous apprendre sur les difficultés à venir des métaverses. Ton métaverse, on connaît déjà, hein. À notre époque, il y avait Second Life. Voilà une phrase que j'entends souvent. Alors les amis, j'ai 44 ans. Les hobbits sont des semi-hommes et moi je suis un semi-vieux. Et donc oui, je connais Second Life. Et j'ai même un compte et un avatar. Néanmoins, tout le monde n'a pas la chance d'avoir connu les glorieuses heures du Club Dorothée. Et voici donc rapidement une présentation de ce monde virtuel selon nos amis de Wikipédia. Second Life est un métavers sorti en 2003. Il permet à ses utilisateurs d'incarner des personnages virtuels dans un monde créé par les résidents. C'est le nom officiel des utilisateurs de Second Life. En effet, ils peuvent concevoir des vêtements, des bâtiments et acquérir des parcelles de terrain dont ils obtiennent la jouissance en utilisant une monnaie virtuelle auprès de Linden Lab, la société qui édite le programme informatique open source. Grosso modo, cette dernière gère l'infrastructure nécessaire à l'hébergement des données et le fonctionnement global. Il n'y a aucun but dans Second Life. La liberté de création est totale. Second Life a connu un grand succès entre 2003 et 2007, puis est tombé en désuétude. Mais contrairement à une croyance répandue, Second Life existe toujours et se porte relativement bien. Merci pour eux. En témoignent les chiffres communiqués fin 2021 par Ania Kanevski, qui dirige la division produits de Second Life. Aujourd'hui, il y a encore 200 000 utilisateurs actifs quotidiens et 500 à 600 000 utilisateurs actifs mensuels. Et si le cœur vous en dit, sachez que vous pouvez facilement et gratuitement créer votre avatar encore aujourd'hui. Pour contextualiser, dans le monde, au troisième trimestre 2021, Facebook compte pas moins de 2,9 milliards d'utilisateurs actifs par mois. Encore plus intéressant, le PIB annuel de Second Life, qui représente la totalité des transactions réalisées dans le monde virtuel, s'élève à près de 650 millions de dollars. Les transactions qui permettent d'acheter des vêtements pour son avatar, d'acquérir des propriétés ou de payer les services d'un décorateur pour sa maison virtuelle. Et si l'on considère l'axe assez hype de la Creator Economy, en 2020, les créateurs de Second Life ont perçu près de 73 millions de dollars. Bref, un bon petit business réel, ce monde virtuel. Alors la question c'est, est-ce que Second Life est un métaverse? Attention, hein, un métaverse vision méta 2022. J'aurais malheureusement tendance à dire non, pour des questions de complexité, d'ambition, de faible immersivité. Mais il y a néanmoins énormément de retours d'expérience à considérer et ça tombe bien. C'est ce dont je vais vous parler maintenant. Mais juste avant, profitez de cette tension narrative pour vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de mon merveilleux contenu. Philippe Rosedale, fondateur de Second Life, s'est exprimé sur la hype metaverse et sur ce qui, selon son expérience, rendait très improbable un succès grand public. Il y a d'abord la famille des limites techniques. Première d'entre elles, la gestion des foules d'avatars. Pour lui, de nombreuses situations plaisantes proviennent de l'énergie de la foule, du fait que vous puissiez voir et entendre autour de vous des centaines d'individus qui partagent le même moment que vous. Typiquement, le métro. Non, je plaisante, typiquement les concerts. Or, malgré la hype, il nous rappelle que les concerts de Fortnite dispatchent le public dans différentes copies du concert, avec moins de 100 personnes à chaque fois. Autrement dit, il paraît improbable pour Rosedale que l'ensemble du contenu, bâtiments, jeux, avatars, des mondes virtuels soit produit par une poignée d'entreprises, fussent-elles des big corps comme Meta, Microsoft ou Fortnite. De son point de vue, qui correspond à la philosophie Second Life, le seul modèle valide est qu'une part importante du contenu soit réalisée par une partie des utilisateurs. Tout comme le gros du contenu d'Internet, les sites est produit et entretenu par des utilisateurs. Or, il souligne l'extrême complexité de construire quelque chose en 3D, même quelque chose de simple. Aujourd'hui, personne n'a réussi à proposer une expérience de création facile.
Ces deux points techniques sont très intéressants, mais les optimistes soulignent que dans l'Internet actuel, la très grande majorité des attentes est couverte par un nombre restreint de sites. On peut donc envisager le même genre de choses dans le métaverse. Ceci dit, les promoteurs du métaverse 2022 ont largement anticipé ce point. D'ailleurs, Mark Zuckerberg a déclaré à propos de sa vision du métaverse, c'est un avenir qui est au-delà de toute entreprise. Il sera réalisé par nous tous. Together. Par ailleurs, vous verrez dans de nombreuses communications de méta-prédicateurs la référence enthousiaste à la Creator Economy. Pour faire très simple, avec le métaverse et surtout les NFT, vous serez mieux rétribué pour votre contenu. Ok, ce qui reste à voir, hein. Mais les limitations technologiques ne sont rien par rapport aux freins que nous qualifierons de sociaux. Pour notre filou, c'est simple, la plupart des adultes ne sont pas encore à l'aise pour s'engager socialement dans un contexte virtuel multi-utilisateur. Il affirme que si l'on vous donne le choix entre une vie sociale virtuelle ou réelle, la grande majorité des gens choisira la réalité. Et que l'hybridation réelle et virtuelle ne concerne que très peu de gens en fait. C'est d'autant plus vrai qu'il rappelle que la communication via un avatar est plus complexe, moins implicite et beaucoup moins de nuances. Et encore, il ne fait pas référence aux subtilités culturelles locales. Par exemple, combien fait-on de bises dans le métaverse? Et dans le métaverse, est-ce que l'on parle de pain au chocolat ou de chocolatine? Bon, à ce stade, on ne part pas sur une bonne base, mais l'on se dit qu'il est grincheux, qu'avec la hype, ça va se démocratiser. Mais là, il va souligner the problem, poser la question qui fâche, celle qui vous fera dire « Ah oui, c'est vrai, ça, c'est quand même compliqué. » quoi. Il va nous parler de modération et des mesures nécessaires pour créer un cadre relativement sécurisé qui exclut les utilisateurs avec de mauvaises intentions. Alors, il faut savoir que Second Life a connu des émeutes, des systèmes de Ponzi, c'est-à-dire des arnaques financières, et même, malheureusement, des sujets de sollicitation d'enfants. Alors ok, ces sujets existent dans le monde merveilleux des GAFAM, mais moins d'abord, et surtout, les réponses apportées sont souvent peu convaincantes. Et alors, sur la partie métaverse blockchain, c'est clairement la jungle. Et évidemment, tout ça est un frein à une adoption massive. Alors une fois que les pro-blockchain en auront fini avec leur « ok boomer, t'as rien compris », et que les pro-GAFAM en auront fini avec leur clause juridique genre oui, mais il existe des réglementations fermes et les réseaux ne sont que des outils, hein, on pourra peut-être un peu challenger les solutions suggérées par les pontes de Second Life. Et on peut parier qu'elles ne vont pas déchaîner un enthousiasme béat, puisqu'ils considèrent, primo, que la modération doit d'abord être humaine, alors que les modèles classiques des GAFAM sont clairement automatisés. Deuxièmement, que l'identité des utilisateurs qui participent doit être garantie. Ça veut dire la fin de l'anonymat. Tertio, la solution, c'est l'abonnement. Rosdell, toujours lui, déclare « Le modèle d'abonnement de Second Life est l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de désinformation, ni de matériel anti-vax sur Second Life. » On l'aura compris, nos amis de Second Life ne sont pas hyper optimistes. Et point assez frustrant quand même, comme ça fait presque 20 ans qu'ils existent, ils sont plutôt crédibles dans leurs analyses. Alors évidemment, il faut se rappeler qu'ils défendent un modèle économique et aussi une philosophie. Mais toujours est-il que les questions soulevées sont pertinentes et qu'elles sont sans aucun doute prises en compte par les plus gros projets. Il ne s'agit donc pas de dire « ça ne marchera jamais ». Ça ne marchera jamais. Mais de mieux identifier une partie des difficultés opérationnelles. Ce qui, peut-être, au grand miracle, nous épargnera les prises de position enflammées du type « Dans 2 ans, tout sera dans le métaverse ». Le futur, pour moi, est une catastrophe. C'est le feu qui se répand sur tous les gens. Et donc, il faut acheter ma formation et puis, évidemment, mon terrain virtuel, là, maintenant que je te vends. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses et qu'elle vous aura fait réfléchir. N'hésitez pas à me faire vos commentaires et à m'apporter de l'information. Et bien sûr, à vous abonner. À très bientôt.